C'est vraiment quelque chose où les États-Unis étaient les premiers sur ce point-là. Ça donne un format qui est loin du plateau télé ou du plateau de radio et ça donne une liberté. Nicolas Sarkozy en prison. Une phrase qui, à elle seule, a fait trembler la France politique et médiatique. Mais derrière les barreaux de la prison de la Santé, une autre histoire bouleversante se joue, celle d'un fils, Louis Sarkozy, qui brise enfin le silence et révèle l'horrible vérité sur son père. Tandis que la demande de remise en liberté de l'ancien chef de l'État doit être examinée le 10 novembre, les révélations du plus jeune fils de Sarkozy résonnent comme un cri du cœur mêlant douleur, loyauté et émotion brute. Depuis plusieurs semaines, le pays s'interroge. Comment l'ancien président de la République vit-il cette incarcération historique? Et surtout, pourquoi 2 gardes du corps demeurent-ils à ses côtés jour et nuit, derrière ces murs froids de la Santé? Ils sont restés, écrit Louis Sarkozy dans une tribune poignante publiée dans Valeurs Actuelles. 3 mots simples, mais lourds de sens. 3 mots qui racontent la fidélité inébranlable de ces hommes du service de la protection, SDLP, attachés non pas à une fonction, mais à un homme qu'ils ont juré de protéger. Jusqu'au bout, Louis Sarkozy, 28 ans, confie avoir grandi dans leur ombre. Ma jeunesse fut rythmée par leur présence, écrit-il, évoquant ces silhouettes silencieuses qui accompagnaient chacun de ses pas, chacune de ses joies comme de ses peines. Il se souvient avoir attendu ses 15 ans avant d'oser sortir seul dans la rue. Ces policiers, il les décrit comme des membres à part entière de sa famille, des figures de loyauté et de courage dont le dévouement n'a jamais faibli, même après la fin des privilèges de l'Élysée. À travers ce témoignage, Louis ne se contente pas de défendre 2 gardes du corps, il défend une mémoire, une humanité que la politique et la prison ont trop souvent effacée. Son texte bouleverse car il révèle ce que peu imaginaient, dans la solitude des cellules, au-delà du tumulte des scandales et des jugements, demeure un lien indestructible, celui de la fidélité, plus fort que la chute, plus fort même que la honte. Louis Sarkozy ne cherche pas à susciter la pitié. Il veut témoigner, rendre justice à ces hommes de l'ombre, à cette loyauté silencieuse qui traverse les murs de la prison. Dans son texte, chaque phrase semble trempée dans une émotion contenue, une vérité qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Il parle d'un père affaibli, certes, mais debout. Un homme confronté à la dureté d'un quotidien carcéral que seuls quelques rares privilèges rendent supportable. Les gardes du corps, eux, n'ont pas disparu, ils veillent toujours. 2 silhouettes discrètes postées devant la porte d'une cellule qui, paradoxalement, abrite encore l'ancien président d'une république jadis toute puissante. Ce détail, anodin en apparence, a enflammé l'opinion. Certains y voient un privilège de plus, une injustice symbolique. D'autres, comme Louis, y voient l'expression la plus pure d'une fidélité humaine. Il raconte les heures silencieuses où ces 2 hommes, formés pour protéger, refusent d'abandonner celui qu'ils ont servi des années durant. Ce ne sont plus des gardes, ce sont des compagnons de route, écrit-il. Et dans ces mots, on perçoit la tension entre l'État et l'émotion, entre la rigueur de la justice et la tendresse d'un fils. À la Santé, l'atmosphère est lourde. Nicolas Sarkozy y vit isolé, coupé du monde, dans un silence que seul le cliquetis métallique des clés vient briser. Les rares visiteurs décrivent un homme vieilli, mais lucide, qui s'efforce de conserver une dignité presque insolente. Les lettres de soutien affluent, mais c'est la présence constante de ces 2 gardiens fidèles qui donne un sens à ces journées. Louis les décrit comme les derniers témoins d'une époque. Des hommes qui refusent d'oublier qu'au-delà du scandale, il y a une vie, un passé,
une histoire. Et ce récit, Louis le déroule sans détour, avec la sincérité d'un fils qui a vu tomber son père de son piédestal, mais qui refuse de le laisser sombrer seul. Il évoque la douleur d'une famille fracturée, les regards fuyants, la honte muette des dîners mondains, mais aussi cette étrange solidarité née du malheur. Chaque mot sonne comme un écho à la tragédie intime d'un homme jadis au sommet. Désormais, réduit à une cellule nue, mais entouré d'une fidélité que rien ne semble pouvoir briser. Louis Sarkozy poursuit son récit avec une intensité rare, presque fiévreuse. Il veut que nul ne doute. Les policiers restés auprès de son père ne l'ont pas fait par obligation, mais par conviction. Ils se sont tous portés volontaires, affirme-t-il, la plume vibrante de sincérité. Pas un seul n'a hésité, aucun ordre venu d'en haut, aucune directive administrative, seulement une décision humaine, intime, profondément ancrée dans une loyauté que rien ne semble pouvoir altérer. Ces hommes, il les décrit comme des prétoriens modernes, un terme chargé de respect et de gravité, rappelant les gardes impériaux d'un autre temps, ceux qui veillaient sur un souverain déchu par devoir plus que par intérêt. Louis écrit que ces gardes ont renoncé à tant d'années de congé, sacrifiant leur vie personnelle, leur confort, pour continuer d'assurer la protection de celui qu'ils appellent encore, discrètement, le président. Ce mot, glissé entre deux souvenirs, résonne comme un serment. On imagine ces hommes, droits dans leurs uniformes, silencieux mais déterminés, refusant d'abandonner celui qu'ils ont accompagné dans les couloirs du pouvoir et qu'ils escortent désormais dans ceux d'une prison. Le contraste est saisissant. Même décorés de barreaux et de murs gris, le lien entre eux garde la même force qu'au jour de gloire. Selon Louis, cette fidélité n'a rien d'aveugle, elle s'est forgée au fil des années, dans la tension des sommets internationaux, dans les foules électrisées des campagnes, dans les couloirs feutrés de l'Élysée. Ils ont vu l'homme derrière le président, le père derrière le symbole. Et c'est à cet homme-là qu'ils ont choisi de rester fidèles. Louis parle d'un attachement presque charnel, d'une fraternité née du danger, de la peur, de la fatigue partagée. Leur mission, dit-il, est la plus ingrate et la plus dangereuse. Protéger un homme que le monde regarde tomber sans jamais détourner le regard. Autour de ces mots, tout semble se figer. On entend presque le pas mesuré des gardes dans le couloir, le claquement sec des portes blindées, la respiration d'un silence chargé de respect. Dans cet univers clos, où chaque minute s'étire comme une éternité, ces policiers incarnent une forme d'honneur que Louis veut faire revivre, celle d'une fidélité à toute épreuve, née dans la lumière du pouvoir et maintenue dans l'ombre de la déchéance. Dans cette tribune bouleversante, Louis Sarkozy laisse tomber les dernières barrières de pudeur. Ces mots, à la fois graves et lumineux, résonnent comme un cri d'amour filial et un hommage vibrant à ces hommes invisibles. Il les appelle les hommes de l'ombre, ceux qui depuis des décennies ont partagé le quotidien d'une famille exposée à la lumière et au danger. Dans sa plume, la reconnaissance devient presque sacrée. Aujourd'hui, face à l'épreuve la plus grave, la plus injuste, celle de la privation de liberté, quels sont ces hommes qui ont passé plus de temps avec notre famille qu'avec la leur? Cette question, posée sans artifice, claque comme une vérité nue. On imagine leurs visages, usés par les années de service, leurs yeux fatigués mais vigilants, leur vie suspendue à celle d'un homme dont ils ont juré la sécurité, même au-delà du pouvoir. Louis décrit sans détour l'atmosphère étouffante de la prison de la Santé. Le couloir où dort Nicolas Sarkozy est l'un des endroits les plus périlleux de France, écrit-il. La phrase glace. On entend presque le bruit des verrous,
le murmure des pas dans la pénombre. Chaque porte fermée est une menace, chaque silence, une tension. Dans ce décor austère, la présence des gardes du corps prend une dimension presque héroïque. Ils ne sont plus de simples fonctionnaires, ils sont les gardiens d'une dignité, d'un souvenir, d'un homme réduit à sa plus simple humanité. Et Louis poursuit, le ton empreint d'une émotion contenue. Vous ne connaîtrez jamais leur nom. Et pourtant, aujourd'hui, un fils de France leur doit la vie de son père. Ces mots suspendent le temps. Derrière la douleur, il y a la fierté, celle d'un fils conscient que l'honneur de quelques-uns peut encore sauver la mémoire d'un homme tombé. Dans cette fidélité silencieuse, Louis voit la beauté ultime du moment, la loyauté des hommes. Une loyauté qui, dans un monde de trahisons et de rumeurs, devient un acte de résistance. Autour de lui, Carla Bruni, leurs enfants, la famille tout entière, serre les rangs. L'épreuve les a meurtris, mais elle les unit plus que jamais. Au cœur de la tourmente, Louis transforme la douleur en hommage et l'ombre en lumière. Avant même cette tribune bouleversante, le nom de Louis Sarkozy résonnait déjà dans les cercles intellectuels et médiatiques. Loin de se contenter du rôle d'héritier silencieux, il s'était imposé, à sa manière, comme une voix singulière dans le paysage français. Son ascension ne s'est pas faite dans le fracas des plateaux télé, mais dans la densité des mots et la profondeur de la réflexion. Le jeune homme, longtemps perçu comme le fils de, a choisi une voie inattendue, celle de la pensée, de la plume, de l'engagement intérieur. Tout a réellement commencé avec son essai, le sermon sur la chute de Rome, paru il y a quelques années. Dans ce texte dense et exigeant, Louis Sarkozy explorait la décadence morale de l'Occident moderne à travers une lecture contemporaine de Saint-Augustin. On y découvrait un esprit affûté, nourri de philosophie classique et d'observations brûlantes sur son époque. Rien d'un pamphlet politique, tout d'une méditation inquiète sur le monde qui s'effondre. Beaucoup ont été surpris par la maturité de ce jeune homme de 25 ans à peine, qui semblait manier les références antiques avec la même aisance qu'un professeur chevronné. Mais ce qui frappa surtout, c'était la sincérité du ton. Louis Sarkozy n'écrivait pas pour convaincre, il écrivait pour comprendre. Sa plume, à la fois sobre et vibrante, portait la marque d'une âme en lutte contre le cynisme ambiant. On y devinait les traces de son éducation cosmopolite entre la France, les États-Unis et l'Espagne, mais aussi le poids de son nom, cette ombre paternelle à la fois encombrante et protectrice. Dans les interviews qui suivirent, il refusa toujours de parler politique. Il parlait d'humanité, de foi, de déclin moral, de perte de repères. Son discours déroutant dans une époque saturée de slogans captiva autant qu'il dérangea. C'est aussi à travers son projet intellectuel, baptisé Politique, une plateforme numérique de débat et de réflexion, que Louis affirma son indépendance. Entouré de jeunes penseurs, de philosophes, d'écrivains, il y promouvait une idée simple mais audacieuse. Renouer avec la profondeur, redonner du sens à la parole publique. Ses textes, souvent publiés en anglais, circulaient bien au-delà des frontières parlatives françaises, trouvant un écho auprès d'une génération désabusée par la politique mais avide de sens. Ses apparitions publiques étaient rares, presque calculées. On se souvient de cette conférence à New York où il évoqua la responsabilité morale des élites. Nous ne sommes pas héritiers d'un pouvoir, mais d'une exigence. Cette phrase, prononcée avec une gravité calme, fit le tour des réseaux sociaux. Certains y virent la révolte d'un fils contre le destin tracé, d'autres, le début d'une renaissance intellectuelle. À travers ses œuvres, Louis Sarkozy s'est forgé une image paradoxale, à la fois distante
est passionnée, héritière et rebelle. Ses prises de position, loin du bruit médiatique, trahissent un tempérament de penseur plus que d'homme politique. Et c'est peut-être là que réside sa singularité. Dans cette volonté obstinée d'exister autrement, de ne pas être définie par le passé de son père, mais par la force de ses idées. Depuis la publication de son essai, chaque intervention, chaque mot qu'il écrit attire désormais une attention fébrile. Son regard sur la société française, mêlant mélancolie et lucidité, en fait une figure à part, un témoin du tumulte, mais aussi un héritier d'une tradition intellectuelle que l'on croyait éteinte. Aujourd'hui, dans l'ombre du scandale qui touche son père, son nom réapparaît, non pas comme celui d'un simple fils loyal, mais comme celui d'un écrivain façonné par l'épreuve, d'un observateur du monde qui, plus que jamais, mesure le prix de la loyauté, du courage et du silence. Bien avant les livres, bien avant les tribunes au Lossi et les projecteurs, il y eut une enfance marquée par la solitude, par le bruit du pouvoir et le silence des couloirs. Louis Sarkozy, dernier fils d'un président promis à l'histoire, a grandi dans un monde où l'enfance se confondait avec la surveillance, où chaque geste était observé, commenté, jugé. Derrière les grilles poquées dorées de l'Élysée et les vitres teintées des voitures officielles, il a appris trop tôt que la liberté avait un prix. Ses premières années ne furent pas celles d'un enfant ordinaire, mais d'un témoin malgré lui d'une vie d'État, avec ses contraintes, ses rituels, ses ombres. Il n'avait que 9 ans lorsque son père devint président de la République. Ce jour-là, la France découvrait un sourire d'enfant au balcon de la Victoire, ignorant que derrière ce visage sage se cachait déjà une immense fatigue. Louis grandissait au rythme des sirènes et des déplacements officiels. Ses récréations étaient surveillées, ses amis triés, ses promenades accompagnées d'hommes armés. Dans sa chambre, les jouets côtoyaient les talkie-walkies des agents de sécurité. Il disait parfois, d'une voix trop sérieuse pour son âge, qu'il avait grandi dans l'ombre des oreillettes. Ses parents, Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, vivaient alors sous la pression permanente du pouvoir et des médias. Leur séparation, en pleine présidence, fut une déflagration intime vécue sous les flashs. Louis, lui, dut affronter les murmures, les unes de journaux, les visages étrangers qui scrutaient sa tristesse à la sortie de l'école. À 10 ans, il avait déjà appris à se taire, à ne rien montrer. C'est dans cette pudeur que s'est forgé son tempérament. Une réserve farouche, presque mélancolique, comme une armure contre le tumulte du monde. Ses années d'adolescence furent tout aussi déroutantes. Entre Paris, New York et Dubaï, il vécut dans un perpétuel déracinement. Ses études, commencées à l'école américaine de Neuilly, puis poursuivies aux États-Unis, ne furent jamais un long fleuve tranquille. Trop visible pour passer inaperçu, trop discret pour se défendre, Louis devint la cible facile d'une curiosité médiatique qui ne lui laissait aucun répit. Certains camarades voyaient en lui le fils du président. D'autres, mystère inaccessible. Peu savaient combien ce nom, porteur de prestige, pesait lourd sur ses épaules. À 16 ans, il traversa une période de rébellion silencieuse. Il fuyait les mondanités, refusait les interviews, se réfugiait dans la lecture et l'écriture. Les livres devinrent son refuge, son monde à lui, un espace où il pouvait exister sans être le fils de. Il découvrit Nietzsche, Camus et plus tard Saint-Augustin, dont les mots sur la chute et la foi le bouleversèrent. De cette quête intérieure naquit sa vocation d'écrivain et de penseur. Ceux qui l'ont connu à cette époque parlent d'un adolescent grave, presque adulte avant l'heure, oscillant entre colère et tendresse. Il admirait son père autant qu'il le craignait.
Leur relation, empreinte de respect et de distance, fut longtemps marquée par le non-dit. Louis ne reprochait rien mais observait tout. Les gestes rapides, les silences, les absences. Il a grandi en apprenant que l'amour, dans certaines familles, se prouve dans la retenue plutôt que dans les mots. Ce passé, il ne l'a jamais renié. Il en parle aujourd'hui sans amertume, comme on évoque une blessure devenue source de force. Derrière la figure de l'intellectuel calme, il reste ce garçon qui, très jeune, a vu les deux visages du pouvoir. La lumière aveuglante et la solitude qu'elle laisse derrière. Ce contraste, inscrit dans sa mémoire, habite encore son écriture, ses silences et ses choix. Aujourd'hui, derrière la figure publique du jeune écrivain et penseur, se cache un homme d'une étonnante simplicité. Louis Sarkozy, après tant d'années à fuir les regards, a fini par apprivoiser sa propre vie. Il partage désormais son quotidien entre la France et les États-Unis, oscillant entre les deux rives de l'Atlantique, comme pour concilier ses racines et son indépendance. Sa maison principale se trouve non loin de New York, dans un quartier calme, entouré d'arbres et de lumière. Rien du faste ou de la froideur qu'on pourrait imaginer autour du fils d'un ancien président. Le lieu respire la discrétion, le goût de la paix, presque le refus du monde extérieur. C'est là qu'il vit aux côtés de Nathalie Uzix, celle qui est devenue son épouse après plusieurs années d'une relation à la fois solide et préservée du tumulte médiatique. D'origine bosnienne, ancienne mannequin, reconvertie dans le design et la philanthropie, Nathalie partage avec Louis un goût profond pour la culture, les voyages et la réflexion. Ensemble, ils forment un couple singulier, loin des caméras, loin des scandales, mais habité d'une intensité presque intellectuelle. Ceux qui les connaissent parlent d'une union fondée sur la complicité silencieuse, sur la compréhension mutuelle d'avoir grandi dans des univers marqués par le déracinement et la reconstruction. Leur mariage, célébré en toute intimité, avait surpris par sa simplicité. Pas de grand palais, pas de parterre de politiques ou de stars, seulement quelques proches, un jardin discret et un serment échangé dans une atmosphère empreinte de tendresse. Pour Louis, ce moment n'était pas une mise en scène, mais une délivrance. Il déclarait alors à un ami « C'est la première fois que je ne me sens pas observé ». Ces mots, presque anodins, en disent long sur la quête de liberté qui traverse toute sa vie. À New York, le couple mène une existence rythmée par la lecture, la musique et les longues promenades. Louis, souvent vêtu simplement, aime se fondre dans la foule anonyme des rues de Manhattan. Parfois, il s'assoit dans un café, un carnet à la main, notant des idées, des bribes de phrases, comme s'il préparait en secret un nouveau livre. Sa femme, de son côté, s'investit dans plusieurs causes humanitaires, notamment liées aux réfugiés et à l'accès à l'éducation. Ensemble, ils forment une alliance d'intelligence et de sensibilité, un équilibre rare dans un monde où tout semble devoir s'exhiber. S'ils n'ont pas encouragé encore d'enfants, l'idée d'une famille habite doucement leur projet. Louis évoque souvent, dans les rares entretiens qu'il accorde, son désir d'offrir à ses futurs enfants une enfance libre, anonyme, heureuse, tout ce qu'il n'a pas connu. Il parle avec tendresse de la maison qu'il rêve d'avoir un jour en Provence, une demeure baignée de soleil, loin du bruit des grandes villes, où il pourrait écrire, et elle, jardiner. Une image presque bucolique, à l'opposé de la vie sous tension qu'il a vécue dans sa jeunesse. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, on sent en lui une vigilance constante, une sorte de lucidité mélancolique. Louis sait que la paix n'est jamais acquise. Il vit dans la conscience aiguë que le passé, celui de son père comme le sien, n'est jamais tout à fait effacé.
Son existence actuelle semble être une réponse à cela. Un choix radical de sérénité contre le tumulte, de profondeur contre le paraître. Chaque recoin de sa vie personnelle porte cette empreinte. La retenue, la justesse, le refus du superflu, Et quand il parle de sa maison, de sa compagne, de leurs soirées à deux, on devine que pour lui, ce n'est pas un simple bonheur bourgeois, mais une victoire intime. Après les bruits du monde, après les tourments d'une enfance vécue sous le poids du nom Sarkozy, il a enfin trouvé un lieu où le silence n'est plus synonyme de surveillance, mais de paix. Dans cette histoire, au-delà du nom, au-delà du scandale et du poids d'un héritage, il y a simplement un homme, un fils, Louis Sarkozy. Un être humain façonné par la solitude, par la douleur du regard public, mais aussi par une force intérieure rare, celle de ne jamais renoncer à sa dignité ni à sa tendresse. Derrière chaque mot qu'il écrit, derrière chaque silence qu'il garde, on devine l'enfant blessé devenu adulte trop tôt, mais aussi le penseur sincère qui cherche encore à comprendre le monde et à l'aimer malgré tout, c'est facile de juger, de réduire un nom à une histoire politique. Mais si l'on prend le temps d'écouter, on découvre une autre vérité, celle d'un homme en quête de sens, d'un fils qui défend son père par loyauté, mais qui trace aussi son propre chemin avec humilité. Louis n'est pas seulement un Sarkozy, il est un témoin du courage silencieux, de la fidélité et du besoin profond d'humanité dans un monde qui oublie trop souvent de ressentir. Alors si vous avez été touché par son parcours, par la sincérité de ses mots, par la beauté fragile de cette histoire familiale, montrez-le. Laissez un like. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent ce visage plus intime, plus vrai de Louis Sarkozy, celui d'un homme qui cherche simplement à aimer et à être compris. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces récits humains, puissants et émouvants, qui nous rappellent que derrière chaque nom, chaque scandale, il y a un cœur qui bat, une histoire qui mérite d'être entendue.